Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Wizard vient de sortir une mini-extension qui est l'invasion des machines le jour d'après. Regardons ensemble ce qui peut être intéressant pour notre format favori. Je suis Ragan, et voici mon top des commandants et des cartes pour le main deck, qui va être consacré au Commandeur. L'invasion des machines, le jour d'après, est une mini-édition qui vient apporter une conclusion à l'arc phyrexian après 4 sets dédiés à cette histoire et une transformation profonde du multivers. Il ne s'agit pas d'une édition à drafter, mais elle est aussi légale que les éditions classiques. Elle sera mise à disposition sur le circuit le 12 mai 2023. Elle a donné lieu à une fuite complète des 50 cartes qui la composent lors d'une affaire peu claire qui a mis en cause un YouTuber qui aurait reçu par erreur des boîtes de cette extension et qui en aurait profité pour faire des vidéos d'ouverture pour faire des vues sur YouTube, et donc de l'argent. Et Wizard of the Coast qui aurait engagé la sulfureuse agence de détective privé Pinkerton pour récupérer son produit. L'aura négative générée par cette affaire entache la sortie de cette extension pourtant prometteuse. Ce set contient 50 cartes, 15 peu communes, 25 rares et 10 mythiques, et pas moins de 180 versions alternatives de ces cartes. Il y a des cartes Showcase, du numéro de collection 51 à 100, des Etched Foil de 101 à 150, des arts étendus de 151 à 185, parmi ces cartes-là, pas de peu communes, du Halo Foil de 186 à 228, la carte 229 et la promo bundle, et la carte 230 et la buy box. Ce set, disponible uniquement en anglais, sera vendu sous forme de booster épilogue, avec une foil et une showcase dans chaque pack, et contenant 5 cartes, dont 1 à 3 rares ou plus, ainsi que 2 à 4 peu communes. Dans chaque pack, 1 à 2 cartes seront en foil traditionnelle. Bien entendu, ce set sera aussi vendu sous la forme de collector booster et de bundle. Chaque collector booster contient 6 cartes, dont un token double face en foil traditionnel avec 4 cartes rares ou plus et 2 peu communes, avec un total de 5 à 6 cartes foil. On commence ce top avec notre sélection des généraux, avec en premier lieu Obnixilis, Caïd Captif, qui va proposer un plan de jeu assez original en Rakdos. Cette 4-3 vol piétinement pour 4 mana dont un rouge et un noir, ce qui en soi est déjà excellent, a la capacité suivante. Si un ou plusieurs adversaires perdent exactement un point de vie, un marqueur +1/+1 est mis sur Obnixilis, la carte du dessus de notre bibliothèque est exilée et il est possible de la jouer jusqu'à notre prochaine étape de fin. Cette perte de points de vie pourra être liée à une stratégie aristocrate, à base d'artistes de sang, ou par des pingers comme le pyromancien Scoriacé. Le fait que la carte exilée puisse être jouée jusqu'à notre prochaine étape de fin rend aussi le déclenchement pendant les tours adverses tout à fait intéressante, même en cas de removal sur le général. Il est aussi à noter que cette carte rentre parfaitement dans les decks prospères liés au grimoire, mais soyons honnêtes 5 minutes, qu'est-ce qui ne rentre pas bien dans ce genre de deck? Sigarda, Fontaine de Bénédiction, est une excellente créature de protection dont l'effet fait penser à celui de Shalai, Voix de l'Abondance. C'est une 4/4 vol pour 4 mana dont 1 mana vert et 1 mana blanc, particulièrement bien taillée pour les decks tribaux humains ou anges, puisqu'elle permet de les jouer depuis le dessus de notre bibliothèque. Les généraux actuels comme Killer, Émissaire Sigardien ou Shalai ne me semblent pas être meilleurs qu'elle, et le card advantage qu'elle peut générer justifie sa place en zone de commandement. Je pense que son effet statique de protection la fera aussi rentrer dans de nombreux decks Celestia moins orientés tribal. Tazri, Résistante Vaillante, est une 3/3 pour 2 incolores et 1 blanc, dont la capacité activée, utilisant les 5 couleurs, permet l'ouverture à un build très large. Son texte est assez complexe et demande une bonne lecture. Les créatures que nous contrôlons peuvent faire du mana coloré de leur couleur, à condition d'avoir une autre capacité activée, et que ce mana ne soit utilisé que pour des capacités activées de créatures. C'est très restrictif, mais dans un deck qui peut avoir Zirda, Éveilleuse de l'Aube comme compagnon, il y a un build qui émerge naturellement. Sa capacité activée pour les 5 couleurs nous fait mêler 5 cartes et mettre en jeu toutes celles ayant une capacité activée en jeu. Le genre de capacité qui peut nous faire prendre rapidement un avantage décisif. Les familiers du biomancien ou autres Kinan, prodige breeder, qui permettent d'abuser des capacités de Kenrith, le roi réapparu, seront de la partie également. Mais de ce fait, on peut se demander si la carte ne sera pas dans une meilleure position dans les 99 de Kenrith, justement. Narset, exilé éclairé, demande un build spécifique, mais très classique et synergique en Jeskai. Cette 3/4 pour 4 donne la prouesse à toutes nos créatures, donc à elle-même, et elle permet, lorsqu'elle attaque, d'exiler une carte non créature et non terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à sa force depuis le cimetière, de la copier et de la lancer sans payer son coût de mana.
Il est intéressant de noter que cela peut permettre de lancer des artefacts, mais c'est bien entendu des redondances de tours ou de phases de combat supplémentaires auxquelles il faut s'attendre dans ce genre de build. Kiora, souveraine des abysses, me donne à nouveau envie de builder un deck tribal bête des mers. Une 4-5 en Simic avec Vigilance et Parade 3, certes il faut payer 5 mana pour pouvoir la jouer, mais cela reste très solide. J'adore justement le genre de mécanique de cascade telle que celle proposée par sa capacité statique. A chaque fois qu'un sort de Kraken, Serpent, Léviathan, Pieuvre est lancé, on regarde les X cartes du dessus de notre bibliothèque, X étant la valeur du mana de ce sort, et on peut choisir un sort de valeur de mana strictement inférieure et le lancer sans payer son coût de mana. Dans des couleurs connues pour la rampe et la manipulation de bibliothèque, j'imagine aisément les bêtises que l'on pourrait faire sur un big turn. Pianalar, consul du renouveau, sera peut-être testé dans un build abusant des nouvelles pioches rouges que propose Wizards maintenant. Toutes ces cartes qui permettent d'exiler le dessus de la bibliothèque et d'en jouer certaines jusqu'à la fin du tour, voire du prochain tour. Accompagné d'un plan de jeu utilisant les mécanoptères, comme Karn, Héritage Reforgé, dont nous allons parler juste après, il n'est pas impossible que le plan de jeu soit viable. En tout cas, il sera original et demandera de l'optimisation, ce que tous les builders fous adorent. Avant de continuer plus en avant dans notre analyse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Enfin, si vous souhaitez rejoindre l'association des Chroniques du Commandeur pour profiter de différents avantages, n'hésitez pas à consulter le lien Hello Asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo. Passons maintenant aux cartes que l'on pourrait trouver dans le main deck, et je commence, comme cité précédemment, avec Karn, l'héritage reforgé. Pour une valeur de mana de 5, on a ici une créature d'une force et d'une endurance égale à la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que l'on contrôle. Et au début de notre entretien, il va nous permettre d'ajouter un mana incolore pour chaque artefact contrôlé, ce mana ne pouvant être utilisé pour lancer des sorts non artefacts, ce qui fait qu'il peut être utilisé pour des capacités à l'instar des jetons Lithoforce. Bien que légendaire, je vois cette carte bien plus dans les 99 qu'en zone de commandement. Il est fort probable qu'il se trouve une place dans la plupart des jeux artefacts, comme Libérateur, Mécanoptère de combat Urza, qui a récemment remporté un tournoi de CEDH, Urtet, vestige de même marque, Gimbal, Prodige Gremlin, dont nous avons déjà parlé lors de nos top des généraux de l'extension précédente, ou encore Urza, chef artificier. Les jetons générés par Sai, maître mécanoptériste, sont déjà souvent très rentables, et pourront permettre ici d'accélérer fortement le plan de jeu. Calix, guidé par le destin, est une créature légendaire Célestia 2-2 pour 3 mana, dont un vert et un blanc, qui rentrera aussi probablement dans les 99 des decks Enchantress. Sa capacité à grossir des créatures pouvant être intéressante, mais c'est surtout sa capacité de copie d'enchantement lorsque lui ou une autre créature enchantée inflige des blessures de combat à un joueur, qui sera très intéressante. On pourra regretter le non légendaire qui ferme la porte aux jeux reliquaires, mais des decks avec à leur tête Citis, main des récoltes, en profiteront tout de même beaucoup. Bien entendu, la limitation maintenant usuelle d'une seule fois par tour évitera d'en abuser plus que de raisonnable, et cela reste quand même une excellente carte dans ce type de deck. Il est probable que ces mêmes decks puissent profiter de Danita, lumière de la nouvelle Benalia, pour rendre des auras récursives. Et à propos de récursivité, dans des decks jouant blanc et vert, il est temps pour moi d'évoquer la Renaissance Cosmique, un éphémère qui permet de ramener un permanent de valeur de mana de 3 ou moins en jeu. Imaginez-vous ramener un Arpenteur ou toute autre carte fort impact à n'importe quel moment. Personnellement, ça me semble démesuré comme récursion. Tivar le belliqueux rentre de manière parfaite dans les decks Elfball Golgari, avec à leur tête Latril, l'âme des elfes, l'abomination de la noire, ou encore Nars de feuille d'or. Peut-être pourra-t-il même prendre lui-même la tête du deck, vu sa capacité à gonfler les elfes à mana qui pourra être utilisée dès son arrivée en jeu. La synergie avec Marwyn, la nourricière, est évidente. C'est tout de même une 5-4 pour 4 qui donne en plus le contact mortel aux elfes attaquants, ce qui peut dissuader les blocs ou permettre une victoire plus aisée sur une activation d'Ezuri, chef renégat. Un seul dégât suffisant à être attribué à une créature bloqueuse, et le reste passant au joueur grâce à la capacité de piétinement que procurera Ezuri. La rupture d'étincelle est un enchantement blanc pour seulement 3 mana qui neutralise les Planeswalkers, le fameux changement profond dans le multivers. Difficile de dire quelle efficacité cela aura en multijoueur, puisque cela gère tout de même certaines zones de commandement, et cela reste assez limité. Les decks jouant des enchantements en profiteront naturellement, toutes les stratégies stacks aussi, surtout que cela pioche en entrant en jeu.
Et comme ces stratégies ne sont pas les plus appréciées, il est vraiment pas certain que cela soit surjoué. Cependant, il s'agit de la première et de la seule neutralisation de masse des Planeswalkers, on ne pouvait décemment pas le mettre de côté dans ce top. Samut, vizir de Nactamon, est une bonne créature qui rentrera aisément dans les decks de type Onis, le fouet du dragon. Une 2-3 vigilance, initiative et célérité pour une valeur de mana de 3, ça serait déjà bien, mais elle a aussi un effet statique permettant de piocher lorsqu'une créature arrivée en jeu ce tour-ci touche un joueur. Elle pourrait bien sûr se retrouver elle-même à la tête du deck, mais cela me semble plus adapté avec la force du noir en plus. Bien sûr, au-delà de créatures ayant la célérité, il en existe énormément dans ces couleurs. L'ajout de cartes comme les feux de la Yavimaya peut suffire à rendre n'importe quelle carte efficace dans ces decks. Sarkhan, l'âme embrasée, qui est une 2/4 pour 3 mana dont un rouge et un bleu, et qui réduit de 1 le coût des dragons. En plus, il pourra lui-même devenir une copie d'un dragon entrant en jeu jusqu'à la fin du tour. On imagine aisément des decks tribaux dragons avec leur dragon à leur tête pour abuser de ce type d'effet. Son effet rappelle un petit peu celui du Sion de Lure Dragon, qui fait déjà partie de ce genre de deck bien entendu. Sans aucun doute, un ajout immédiat pour ce genre de stratégie. Connaissez-vous Cobra de Lotus? Dans les decks touche-terre, c'est une créature auto-incluse. Eh bien nous voilà avec une seconde capacité à disposition en la personne de Nissa, animiste résurgente. Certes, elle coûtera un de plus, mais lors de sa deuxième résolution d'effet dans le tour, ce qui est particulièrement simple sur un fetchland, elle nous permet de révéler les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à trouver une carte d'elfe et d'élémental et de la mettre en main. Un sacré card advantage. Sur un fetchland, vous allez faire 3 mana, la pose du fetch, le terrain récupéré et son entrée en jeu, et récupérer une carte de créature est probablement pas les plus mauvaises. Quand on pense au Omnat, Locus de création, ou autre Obun, ancêtre de Muldaya, souvent joué dans ce deck justement, cette carte me semble l'une des plus puissantes de l'extension. Le Baron Markov est un lord, un de plus, pour les decks tribaux vampires. Excellent par sa convocation, et donc sa facilité à être enchaîné après plusieurs sorts à bas coût classiques dans ce genre de deck, comme le sulfureux Edgar Markov. C'est probablement l'un des meilleurs lords à ce jour. Pour les decks jouant Tribal Legend, très souvent avec Joda, l'unificateur à leur tête, on retrouve deux ajouts intéressants dans cette extension. L'un d'eux, Mécanoptérix Forgé d'Or, permet d'améliorer la protection de ces créatures en leur donnant para de 2. Et l'autre, Nashi, Héritage de la Lune, améliorera la récursion en permettant de relancer depuis le cimetière des légendes préalablement gérées. Deux nouvelles cartes extrêmement intéressantes pour ce genre de stratégie. Et voilà, c'était ma sélection des cartes potentielles pour le multijoueur de l'édition L'Invasion des Machines le jour d'après. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager les cartes que vous avez vues. Nous on se retrouvera d'ici quelques mois pour la prochaine extension, Le Seigneur des Anneaux, les Chroniques de la Terre du Milieu, un nouvel arc des univers infinis proposé par Magic depuis maintenant quelques temps. Le peu de cartes révélées pour le moment me donne vraiment l'eau à la bouche et j'espère vraiment ne pas être déçu par cette extension. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.